Alors bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Aubert Nicolas Aude-Barmont, donc un collègue d'Isabelle et Jérôme du service qualité des viandes de l'Institut de l'élevage. Et donc moi je vais vous parler des niveaux de persillé des bovins de race allaitante française. Donc c'est un article qui a été publié en 2024, il y a quelques mois, et donc coécrit avec donc Jérôme et Isabelle ici présents. Alors Jérôme a très largement brossé les intérêts du persillé, donc je ne vais pas y revenir. Et puis, vous avez comme vous l'avez vu, aujourd'hui, il y a un nouveau référentiel, donc français en 6 niveaux qui a été donc réalisé par l'Institut de l'élevage et qui est donc, l'outil officiel comme l'a dit Jérôme. Comme l'a ajouté Jérôme, il y a bien un accord interprofessionnel aujourd'hui qui régit l'utilisation de cette grille, donc c'est bien l'outil, officiel français. Cette mesure du persillé, elle se fait à la 5e côte, donc sur, un avant, au niveau de la d'entrecôte, enfin noix de basse-côte plus précisément. Et donc, aujourd'hui, le référentiel étant nouveau, on n'a pas d'idée du niveau de persillé, des bovins allaitants français apprécié avec ce référentiel. Donc l'objectif de l'étude, bien, c'est de combler cette lacune et donc de réaliser un état des lieux des niveaux de persillé des bovins de race allaitante française, pour, bah, pallier, voilà, à ce manque de connaissances. Alors pour répondre à cet objectif, on a réalisé un certain nombre de mesures et de collectes de données sur, des vaches de réforme de race allaitante, donc limousine, charolaise, blonde d'Aquitaine, aubrac et salers, entre 2021 et 2022. Et pour chaque carcasse, il a fallu mesurer, donc, le persillé avec différents, affectateurs, enfin différents pointeurs plus précisément, formés et entraînés, à l'utilisation de la grille puisque comme l'a dit Jérôme, la formation et l'entraînement est primordial pour une mesure visuelle de qualité. En parallèle, nous avons donc relevé un certain nombre de données, comme la race de l'animal, la catégorie, l'état d'engraissement, la conformation, le poids de carcasse, la date de naissance et la date d'abattage, ceci afin d'avoir, l'âge à l'abattage de l'animal. Et donc tout ce travail nous a permis de créer une base de données, de près de 3000 carcasses, dont une majorité de vaches de réforme, donc plus de 2 500 vaches de réforme. Et puis, on a pu aussi, donc au cours de ces sessions de mesure, faire des mesures sur des jeunes bovins. Donc on en a profité pour avoir aussi des références sur ces animaux. Alors nous allons nous focaliser sur les vaches de réforme pour la suite de l'exposé, même si j'aborderai très rapidement les jeunes bovins. Mais vous imaginez bien que quand on parle persillé, on pense plus facilement aux femelles. Voilà donc les caractéristiques de l'échantillon. On a principalement travaillé sur la charolaise, la limousine, comme vous le voyez, puisque c'était aussi la demande de l'interprofession. Mais on a aussi profité donc des collectes de données pour travailler sur la blonde d'Aquitaine, l'aubrac et la salers. Donc vous avez ce fameux état des lieux des notes de persillé, avec à chaque fois donc la race, l'effectif de la race, et puis vous avez les proportions des différents niveaux de persillé de la grille, avec la grille en bas. Et en face de chaque race, vous avez également les moyennes écart types correspondant aux races, moyenne écart type de persillé bien sûr. Et donc on observe, alors sans surprise, même si là aujourd'hui on a des chiffres, un effet de la race sur le niveau de persillé. Donc là vous voyez, si on regarde simplement les niveaux qui sont matérialisés en vert, donc c'est-à-dire les niveaux 4, 5 et 6, niveaux supérieurs sur la grille, on observe qu'ils sont équivalents à 7% chez la blonde d'Aquitaine, donc un niveau plutôt globalement assez maigre, intermédiaire, donc de l'ordre de 25% chez la charolaise, la limousine et l'aubrac, et puis un peu plus élevé, 33%, une carcasse sur 3, pour la salers. Donc un effet race, mais une variabilité pour chaque race. Vous voyez par exemple, si je prends la salers, qui est la plus persillée en moyenne, euh, il subsiste une variabilité très importante de race qui est liée à un certain nombre de facteurs dont on va parler tout à l'heure. Comme je l'ai dit, on a aussi travaillé sur le jeune bovin. On a eu plus de 470 jeunes bovins. Et sans surprise, on a bien vu que les jeunes bovins étaient beaucoup plus maigres, 70 à 80% de classe 1 et 2. Donc on reste sur un produit qui est très maigre, mais c'est ce que globalement on observe en frigo pour ceux qui vont en frigo. Alors ces carcasses les plus persillées, quelles sont-elles finalement? Ces carcasses les plus persillées, sans surprise, elles ont tendance à être mieux finies, plus grasses en termes d'état d'engraissement, donc état appréciation de l'état d'engraissement interne et externe.
au moment du classement, ce qui souligne bien, ce qui confirme bien l'intérêt de la finition qu'on retrouve déjà dans la littérature, beaucoup étrangère, mais aussi française. Mais il faut être vigilant sur cette observation puisque l'obtention d'un état d'engraissement ne garantit pas un niveau de persillé. Je pense que c'est important de le dire. On ne peut pas en frigo trier les carcasses sur l'état d'engraissement pour avoir du persillé en face. Pour ceux qui vont en frigo, il nous est tous arrivé, je pense, d'avoir une carcasse très grasse à l'extérieur et d'être très déçus sur le niveau de persillé. Et donc on le voit bien en fait sur ce schéma, avec pour le niveau 3, donc le niveau qui était alors, plus représenté certes, mais aussi le niveau supérieur que nous avons rencontré, eh bien nous avons une variabilité importante de niveau de persillé, puisqu'on a bien tous les niveaux de la grille qui sont représentés, et on a même les niveaux les plus maigres qui sont plus fortement représentés. Donc finir des animaux ne suffit pas, et on va le voir tout à l'heure, on va voir qu'il y a un certain nombre de facteurs qui impactent le niveau de persillé final. Autre question potentielle sur les facteurs de variation du persillé, c'est l'impact de l'âge. Finalement, quid de l'impact de l'âge sur le niveau de persillé? Alors, sur la majorité des races que nous avons investiguées, nous n'avons observé aucun effet, sauf dans l'échantillon limousin. L'échantillon limousin qui était un peu particulier, puisqu'il s'agissait d'animaux globalement moins bien finis, avec une variabilité en termes de poids de carcasse, conformation, provenance un peu plus élevée. Et ce qu'on observe sur cet échantillon de femelles limousines, c'est que les animaux les plus jeunes et les moins jeunes sont les moins persillés. Hein, vous le voyez sur la gauche du graphique, vous avez moins, donc un peu moins de vert et puis surtout beaucoup plus de rouge, donc beaucoup plus de carcasses plus maigres. Et on voit donc que ces génisses de moins de 24 mois, ces animaux qui sont en croissance, donc qui déposent encore du muscle et de l'os, ont du mal à déposer du gras. Ça aussi, c'est un élément qu'on avait déjà relevé dans la bibliographie. En parallèle, on voit que les animaux de plus de 10 ans, donc les vaches de plus de 10 ans, sont globalement moins persillés. Alors deux hypothèses qu'on peut faire, mais on pourra en discuter ensemble. La première hypothèse, c'est que le métabolisme vieillissant, l'animal peut petit à petit avoir plus de mal à déposer ce dépôt adipeux. La deuxième hypothèse qu'on peut faire, pardon, La deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est que passé 10 ans, les cotations diminuent pour les prix au kilo de carcasse diminuent pour les vaches, et donc les éleveurs pourraient avoir moins d'intérêt à finir les animaux, en tout cas peut-être moins les finir, ce qui pourrait expliquer aussi ce niveau de persillé plus faible. Alors en conclusion, donc on a vu que les niveaux de persillé étaient différents entre races, même s'il subsiste une variabilité de persillé au sein d'une même race, vous l'avez vu sur le graphique. On peut ajouter également que la production de carcasses persillées issues d'animaux de race allaitante est possible. On a vu qu'on était à peu près à une carcasse sur 4, supérieure à 4 en note de persillé, pour la plupart des races, et 30%, enfin 33% précisément, en salaire, donc une carcasse sur 3. On a vu également que les animaux plutôt gras, donc état d'engraissement égal ou supérieur à 3, ont tendance à être plus persillés, donc ce qui est expliqué par la finition comme je vous l'ai dit, mais j'insiste dessus, l'état d'engraissement est un mauvais indicateur du persillé. Et puis on peut également ajouter que les animaux les plus jeunes, moins de 24 mois, et les animaux les plus âgés ont tendance à être moins persillés, en tout cas dans le cadre de l'étude qu'on a menée sur l'échantillon limousin. Alors pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter donc, le site avec l'article en question. Vous aurez plus de précisions sur la méthodologie, mais aussi sur d'éventuels autres résultats que je n'aurais pas abordés compte tenu du temps imparti. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour des questions. Donc, merci Aubert. Donc, il y a plusieurs questions sur le chat. Aujourd'hui, les carcasses notées 5 ou 6 sont-elles mieux payées aux éleveurs ou pas encore? Donc, ça, on y avait répondu tout à l'heure, pardon. Compte tenu des fortes chaleurs que nous connaissons en France, avez-vous regardé l'effet de la période de l'année d'abattage sur le niveau de persillé? Alors, question très intéressante, qui m'intéresse en tout cas, mais je n'ai pas la réponse. Je sais qu'il y a des chercheurs, je crois que c'est coréen, qui ont étudié la question, qui ont vu des tendances de l'impact de la chaleur sur le persillé. Mais je ne vais pas m'avancer plus parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de mesures régulières sur l'ensemble des mois de l'année, l'ensemble des saisons de l'année. Ce serait un élément très important, enfin très intéressant. Et puis, si on dispose demain d'un outil plus automatisé, avec plus de données, peut-être qu'un jour,
on réussira à voir peut-être des évolutions des niveaux de persillé selon les saisons. Alors, est-ce que ce sera dû à la chaleur? Peut-être pour partie, mais peut-être pas qu'à ça. Mais en tout cas, c'est une question qui est intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez deux fois parlé de la mauvaise corrélation entre état d'engraissement et niveau de persillé, mais c'est une mauvaise, mais c'est quand même, j'imagine, une corrélation. Donc c'est un lien qui est pas très bien corrélé, mais qui est un lien. Et moi, je pense que le persillé, c'est de la génétique, c'est pas du climat aussi. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le dites, il y a un lien qui existe, un lien modéré, comme vous dites. Mais effectivement, le persillé est dû à tout un tas de paramètres génétiques, alimentaires. Et on va le voir alimentaire, pas seulement en finition. On a tendance à réduire l'impact de la fini- enfin, le dépôt de persillé en finition seulement. Mais en fait, on va voir que potentiellement, il y a d'autres périodes phares à privilégier. Donc, je vous rejoins complètement euh, sur ce sujet. J'ai encore une autre question sur le chat. Pensez-vous qu'un tel travail puisse être réalisé sur d'autres races françaises, notamment certaines races bénéficiant d'AOP pour les qualités gustatives, comme la race rouge des prés? Ben, j'ai envie de dire pratiquement, c'est quelque chose qui est faisable assez facilement, à condition d'avoir du personnel formé, entraîné, hein. Je pense que l'aspect méthodologique est très important. On en a parlé. Et puis après, on a quand même aussi une question d'effectifs. Là, on a travaillé sur des races avec des forts effectifs, hein. Je pense à la charolaise et la limousine, par exemple. Et donc, il y a cette question aussi d'effectifs. Parce que voilà, si on est obligé d'aller en abattoir pour deux, trois animaux, ça va être quand même plus compliqué à organiser. Mais dans les faits, voilà, ce genre d'observatoire est tout à fait envisageable pour d'autres races. On a travaillé aussi en race normande sur le projet Val Nord, qui était un projet régional. Donc voilà, donc après, les choses sont envisageables, effectivement. Alors, une autre question très générale et facile. Est-ce que l'alimentation a un effet sur le persillé? Ah, oui, deux fois oui. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Alors, au passage, j'en profite pour faire de la pub pour Viande et Produits Carnés et pour les publications. Il y a eu une synthèse bibliographique sur le sujet, sur les différents facteurs du persillé qui étaient connus en 2022. Donc, on a un petit peu avancé, puis la recherche internationale a aussi avancé. Mais cette synthèse donc, est en libre accès. Et donc, n'hésitez pas à la consulter si vous êtes intéressé par tous les facteurs de variation du persillé. Et l'alimentation, bien sûr, en fait partie. Une autre question. Est-il possible de croiser l'index génétique des animaux, entre parenthèses potentiel laitier de croissance, etc., de l'échantillon collecté avec les notes de persillé? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait parce qu'on avait beaucoup d'animaux, la majorité qui n'étaient pas connus, enfin, dont on n'avait pas d'index. Maintenant, c'est des perspectives effectivement qui peuvent s'ouvrir suite au développement donc, des outils semi-automatiques dont vous a parlé Jérôme. Ainsi, demain, on a un outil, un abattoir qui permet de remonter de la donnée sur un effectif conséquent. Il n'est pas exclu effectivement qu'on puisse croiser ensuite ces données de persillé avec des index, mais pourquoi pas aussi avec de la génomique. Donc il y a probablement effectivement des choses à faire. C'est probablement la brique d'après, une fois qu'on aura ces fameux outils de prédiction de la qualité non seulement en abattoir, mais peut-être aussi en vif, à travers des méthodes d'échographie sur lesquelles on travaille actuellement. Donc effectivement, c'est peut-être une perspective qui est à creuser. Concernant la qualité des herbages avec le réchauffement climatique, la qualité du persillé va-t-elle être impactée? Alors c'est dur de répondre de manière tranchée. Ce qu'on peut dire, c'est que le persillé est lié au niveau énergétique que l'animal va consommer, mais pas que, hein. Et que potentiellement, si on impacte effectivement la qualité des fourrages, cela pourrait avoir un impact sur le persillé. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien direct entre la qualité des prairies et le persillé? C'est dur d'aller dans ce sens.